Voilà, donc avec cette interview de Patricia Blanc, vous êtes directrice générale déléguée à l'ADEME. Et avec vous, on va parler d'un sujet qui a été évoqué déjà à plusieurs reprises, en tout cas depuis le début de l'après-midi, qui est le plastique, pour parler d'une thématique zéro plastique d'ici à 2040. Alors, on va commencer par peut-être préciser un peu le sujet, parce qu'en fait, ça, c'est lié à la loi AGEC, qui est donc la loi de 2020 anti-gaspillage et pour une économie circulaire, qui a des décrets d'application qui la font entrer en vigueur de manière progressive, je ne sais plus jusqu'à quand, mais enfin encore quelques années. Et le plastique, notamment le plastique à usage unique, est particulièrement concerné par certains aspects de cette loi. Voilà, et c'est là-dessus qu'on va... Et notamment, donc, il est question de zéro plastique à usage unique à l'horizon 2040. D'où l'intitulé de cette interview. Peut-être très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, même si c'est un peu déjà le vif du sujet, peut-être rappeler quand même pourquoi on veut lutter contre la prolifération du plastique, quels sont les méfaits que génère cette prolifération qu'on connaît depuis quelques décennies maintenant. Et c'est loin de s'arrêter pour le moment. Bonjour à tous. Donc, Patricia Blanc, j'ai rejoint l'ADEME comme directrice générale aux opérations il y a un mois à peu près. Donc sur les méfaits du plastique, je pense que vous en avez largement en tête un certain nombre de données, notamment le représentant de Tara Océan en a parlé juste à l'instant. Je vous recommande aussi la lecture d'un rapport du Conseil économique, social et environnemental qui est sorti sur les plastiques il y a quelques semaines. Les chiffres clés, c'est une consommation de plastique qui a été multipliée par 4 en 30 ans à l'échelle mondiale. Donc une très très forte augmentation de l'usage des plastiques dans tous les domaines, ça qu'on a bien en tête. Et malheureusement, une forte proportion de ces plastiques qui finissent dans l'environnement. Donc l'OCDE, dans son dernier inventaire mondial des plastiques, a estimé que chaque année, il y a 22 millions de tonnes de plastique qui finissent dans l'environnement, donc terre, rivière, océan. Donc on a ce qu'on appelle des fuites dans l'environnement de plastique qui sont extrêmement importantes et qui se poursuivent, qu'on n'a pas réussi à enrayer à l'échelle mondiale et qu'on connaît malheureusement aussi en Europe. Avec des implications sur la santé de l'environnement et la santé humaine également, avec les perturbateurs endocriniens. On n'a pas le temps mais enfin bon voilà, c'était juste pour rappeler les grands ordres de grandeur et les grands problèmes que pose le plastique. Donc on disait la loi AGEC en France qui vise zéro plastique à usage unique d'ici à 2040. Bon, elle vient d'entrer en vigueur, mais aujourd'hui on en est où par rapport à ces objectifs qui semblent quand même relativement ambitieux ? Alors, ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'en 2040, l'objectif, c'est zéro emballage plastique à usage unique. Voilà. La loi AGEC, elle fixe plusieurs types d'objectifs. Elle a été votée en 2020, donc elle est encore récente. Et bien que votée en 2020, elle s'inscrivait déjà dans une logique de planification écologique, avec un objectif très visible, très compréhensible de zéro emballage plastique jetable en 2040, mais avant une trajectoire, des étapes, des jalons, une révision éventuelle de la trajectoire avec régulièrement une réévaluation de l'état d'avancement et des leviers qu'on met en œuvre pour l'atteindre. Donc une vraie démarche très structurée de politique publique entre maintenant et 2040. Donc ça marche comment ? Donc on a eu la loi qui a été votée en 2020, une stratégie nationale qui a été publiée en 2022 par le ministère de la Transition écologique, donc la DGPR, qui accompagné d'un plan d'action. Alors très classiquement, dans ces domaines de politique environnementale, il y a une centaine d'actions dans le plan d'action. Hein. Donc c'est beaucoup, mais c'est très concret. On a des décrets qui sont réévalués tous les 5 ans, qui fixent des objectifs filière par filière. Le premier décret, il arrive à échéance en 2025, il sera suivi d'un deuxième décret quinquennal, etc. Un peu comme les budgets carbone, avec une démarche extrêmement structurée. On a en quelque sorte des budgets plastiques qui commencent à émerger filière par filière et usage par usage. Et puis on a, début 2023, mais les travaux se poursuivent, la construction de plans sectoriels où chaque secteur d'activité est invité à construire sa propre trajectoire de réduction des plastiques et ses propres leviers à mettre en œuvre pour cette réduction. Donc il y a un certain nombre de plans, je crois que c'est une vingtaine de secteurs qui ont rendu leurs plans avec des financements de l'ADEME. D'accord, donc tout ça fait que vous pensez qu'on va y arriver à cet objectif en 2040 ? Ça vous semble être sur les bons rails ? Bon, encore une fois, on est au début de
Enfin, alors, un début qui s'inscrit dans une continuité, comme vous l'avez rappelé. On démarre. Ce n'est pas un objectif qui est particulièrement simple. Je pense que les objets plastiques jetables sont tellement ancrés dans notre consommation au quotidien que c'est vraiment un changement de comportement majeur pour des raisons d'hygiène, pour des raisons de praticité. Le plastique, on l'aime bien, c'est commode. Donc je ne dis pas que c'est un objectif qui est facile à atteindre. Ce que je dis, c'est qu'il y a une politique qui est construite pour l'atteindre et des moyens qui sont mis en place pour l'atteindre. Et si on quitte un petit peu juste le regard français, on se rend compte que cette démarche, elle concerne tous nos voisins européens et même à l'échelle mondiale, avec une dynamique un peu différente. Alors, la France est un peu en avance sur le sujet, notamment dans son interdiction des sacs plastiques jetables, mais d'autres pays avaient interdit les sacs plastiques en même temps que nous. Maintenant, ils sont interdits à l'échelle européenne. Et on a toute une série d'interdictions d'objets jetables qui sont programmées en France et qui sont repris dans le droit européen. La vaisselle, pareil. La vaisselle à usage. La vaisselle, les cotons-tiges, enfin vous avez tout ça en tête, les emballages inutiles, donc autour des piles, toutes sortes de plastiques dont on estime qu'il existe des solutions de substitution dans la vie quotidienne. Vous avez mentionné une des raisons pour lesquelles on a du mal à s'en défaire, qui est d'ordre culturel. Il y a aussi, bien entendu, des raisons économiques. Il ne faut pas oublier que le plastique, c'est quand même un coproduit ou un sous-produit, je sais pas, de la raffinerie. Donc les grands pays producteurs de pétrole, ils ont des enjeux économiques et en termes d'emploi autour de la plasturgie, du coup. Ça, à l'échelle mondiale, ça peut créer des freins. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a des pays qui ont des stratégies un peu différentes, et c'est normal sur le plastique, avec un certain nombre de pays qui vont investir beaucoup sur le volet du recyclage. Le Moyen-Orient investit sur le recyclage, l'Asie aussi, et notamment sur le recyclage chimique des plastiques, et d'autres qui vont mettre l'accent plus sur la réduction, et c'est le cas notamment des pays européens. Malgré tout, dans l'ensemble mondial, les discussions commencent sur le sujet. Vous avez vu qu'à Nairobi, en 2022, l'ensemble des pays de l'ONU se sont accordés pour construire un traité international contraignant sur le plastique. En fait, c'est le premier instrument multilatéral nouveau depuis longtemps qu'on voit émerger, à l'image de ce qui se fait sur le climat. Et donc, on a 2 ans de négociations sous l'égide de l'ONU, avec les 193 pays de l'ONU, pour construire ce traité. Donc, vous avez vu qu'il y a une session qui a été accueillie en France l'été dernier. Et là, en ce moment, cette semaine, les négociations se poursuivent à Nairobi, au Kenya, sur ce sujet. Alors, ce ne sera pas facile, parce qu'on a des économies différentes, un certain nombre d'emplois qui dépendent des filières plastiques, on a des choix technologiques différents, et on a des comportements culturels différents, avec des sociétés plus ou moins attachées à ces questions d'hygiène, à ces questions de praticité, qui auront plus ou moins de difficultés à substituer ou à changer de comportement sur ces sujets. Et le Covid, probablement, y compris dans des pays comme chez nous, où on a moins cette habitude que par exemple au Japon, on va dire, de tout protéger par du plastique, finalement, ça crée quand même un changement dans les comportements et en partie durable, en fait. Alors, vous disiez la France est en avance en termes de réglementation sur l'interdiction de certains objets en particulier. En revanche, en termes de performance, de collecte des déchets plastiques, alors là, on sort des films d'emballage. Comment est-ce qu'on se situe aujourd'hui par rapport au reste de l'Europe ? Par rapport au reste de l'Europe, on n'est pas dans la meilleure moitié. Par rapport à d'autres pays qui sont très performants sur la collecte, alors on pense au Japon en particulier, qui est extrêmement performant sur la collecte, qui doit collecter 90% de ses bouteilles en plastique jetables. On est un peu en retard, mais on a un objectif de 77% de bouteilles plastiques collectées. Et donc on a une étape à franchir importante sur cet enjeu de collecte. Mais avant même la collecte, ce qui est important, vous savez, c'est une stratégie qui s'appelle 3R. Donc c'est, non, allez-y. La réduction. Voilà. Et notre première priorité, ce sera la réduction. Le réemploi, qui est un domaine sur lequel il y a beaucoup à travailler, y compris en termes d'innovation, parce que ça paraît un peu basique, le réemploi. Et en vérité, on a besoin de nouveaux polymères, de nouvelles molécules pour avoir des produits réemployables qui durent plus longtemps. On voit bien que ce nombre de produits de réemploi, pour l'instant, ne donne pas complètement satisfaction. Il faut continuer à travailler sur le sujet. Et donc l'ADEME va lancer un appel à projet l'an prochain pour des méthodes un peu innovantes sur du réemploi d'objets en plastique. Et le 3e R, c'est le recyclage. Et pour du recyclage, il faut évidemment de la collecte efficace. Et du réemploi d'objets en plastique, c'est-à-dire qu'en fait, on réutiliserait les objets dans leur état...
où il faut les transformer. L'exemple très simple, c'est le gobelet Oui. réemployable, le mug, enfin vous pouvez l'appeler, mais dans tout un tas de domaines, on peut envisager du réemploi qui permet d'utiliser plusieurs fois le même objet en plastique. Donc c'est donc plus un objet plastique jetable. Oui, c'est pas non plus le même plastique du coup. Voilà. Donc oui, je disais, souvent on nous compare de manière un peu d'ailleurs pas tout à fait à notre avantage en termes de collecte à nos voisins allemands par exemple et aux pays scandinaves, il me semble aussi, qui sont peut-être un peu en avance. Bon, pour élargir la focale, quel est surtout le poids de l'Union européenne à l'échelle mondiale? Vous avez parlé de ce traité qui commence à se mettre en place à Nairobi, qui a été décidé à Nairobi. Est-ce que l'Europe, si on devient collectivement à l'échelle européenne un peu exemplaire sur le sujet, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour... et puis qu'est-ce qu'on pèse d'ailleurs est-ce qu'on sait la part de plastique européen à l'échelle mondiale, et en tout cas notre pouvoir d'influence. Alors, j'avais quelques slides avec quelques graphiques et quelques chiffres, mais j'ai l'impression que... Ah ben, les voici, voilà. Bon. Donc voilà, ça c'est l'état de la consommation de plastique. Alors on voit cette explosion, ce facteur 4 en 30 ans. La source, c'est une étude de l'OCDE qui s'appelle le Global Plastic Outlook, qui est régulièrement réactualisée. Et vous voyez l'influence des différentes zones du monde. Avec évidemment une augmentation de l'Asie. Voilà, les pays qui vont driver ce marché, c'est beaucoup la Chine, l'Inde. Mais l'Europe et l'Amérique, quoi qu'on en dise, restent des pays extrêmement consommateurs de plastique. Ça rappelle un peu les émissions historiques de CO2 versus les émissions actuelles. En fait, c'est un peu la même chose. Donc, on ne peut pas prétendre que l'Europe est beaucoup plus vertueuse que le reste du monde sur la consommation de plastique, si c'était votre question. Malgré tout, en Europe, on a une législation qui s'est construite et qui est la législation la plus ambitieuse sur la réduction de plastique. Mais elle est trop récente à ce stade pour être déjà perceptible dans les données publiées par l'OCDE. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps. J'aurais bien voulu éventuellement prendre des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Pour l'instant, pas de questions. Donc, on va faire un petit focus sur l'eau en bouteille, parce que c'est quand même assez emblématique. Je suppose que ça pèse quand même assez lourd dans les pourcentages de plastique utilisés en France. Où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, pour que finalement on consomme moins de bouteilles en plastique, hein. C'est un peu ça l'objectif quand même. Alors sur l'eau en bouteille, on sait que les Français ont cette réputation de consommer beaucoup d'eau en bouteille. Les producteurs, les metteurs sur le marché ont fait de gros efforts ces dernières années, on le voit, pour réduire la quantité de plastique sur les bouteilles et pour incorporer de plus en plus de plastique recyclé dans les bouteilles. Voilà. Donc ça, ce sont des tendances qui sont bien amorcées maintenant, qui sont reprises de plus en plus dans ce qu'on appelle les cahiers des charges des filières REP, de responsabilité élargie des producteurs, donc qui permettent d'encourager ces tendances et une certaine façon de donner un modèle économique, de rémunérer le producteur, le metteur sur le marché pour les efforts qu'il fait d'éco-conception sur la bouteille. Mais on n'a pas encore tout à fait le dispositif économique qui permet d'encourager le fait de ne pas boire de l'eau en bouteille. Enfin, le seul dispositif économique, c'est le fait que le prix de l'eau potable au robinet est beaucoup moins élevé que le prix de l'eau en bouteille. Et donc, je ne sais pas quels sont les freins qui font qu'on n'arrive pas en France à réduire la consommation d'eau en bouteille au profit de l'eau en robinet, parce qu'elle est parfaitement potable en France. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un manque de confiance de l'eau du robinet? Mais c'est aussi un des gisements de progrès, au-delà de la simple éco-conception de la bouteille, s'interroger sur la nécessité de boire de l'eau en bouteille, là où on a... Alors, on a beaucoup développé les offres de fontaines d'eau, notamment dans les établissements recevant du public. C'était une des nombreuses dispositions de la loi AGEC, ou dans les espaces publics. On voit qu'on a de plus en plus de fontaines d'eau potable dans l'espace public. Mais malgré tout, dans les foyers, au restaurant, l'eau en bouteille reste un enjeu de consommation important, là où on a une alternative évidente qui est l'eau du robinet. Voilà. C'est un exemple. Et là-dessus, les collectivités locales auraient un rôle à jouer, puisqu'en fait, elles sont responsables de l'eau potable. Pour faire croître en fait la confiance du consommateur dans la qualité de l'eau du robinet. Alors, il nous reste 50 secondes. Si le plastique vous inspire des questions, c'est le moment ou jamais.
Mademoiselle. Madame. Merci. Bonjour. Constance Malberg. Justement, je rebondis sur sur ce sujet des bouteilles en plastique et de l'eau au robinet. Est-ce qu'il est prévu, par exemple, puisque vous êtes à l'ADEME, qui est une institution du gouvernement, d'obliger des endroits publics comme les gares ou les stations-service qui vendent de l'eau bouteille plastique à foison, il est impossible de remplir sa gourde. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai rapidement évoqué les fontaines d'eau potable dans l'espace public. Et oui, il y a maintenant une disposition, alors je ne sais plus de quel niveau réglementaire, qui impose progressivement aux établissements recevant du public, et je pense que les gares relèvent des établissements recevant du public, de disposer de points de distribution d'eau potable, donc une fontaine, quoi. On l'en voit beaucoup dans l'espace public à Paris, par exemple, un certain nombre de collectivités qui prennent l'initiative de distribuer de l'eau potable gratuitement sur l'espace public. Bon, c'est pas évident pour la collectivité, hein, parce que l'eau potable, elle a un coût. Voilà, mais dans les rues de Paris, on trouve facilement des fontaines, on en trouve dans d'autres collectivités. Et dans les gares et dans les autres établissements recevant du public, progressivement, oui, on va déployer des fontaines. C'est vrai que c'est un vrai sujet simplement d'accessibilité à un point d'eau potable. Très bien. Écoutez, alors maintenant tout le monde a des questions. Bon, rapidement, s'il vous plaît. L'eau en bouteille, ça marche. On a bien fait de rajouter un point. Madame, oui. Oui, bonjour. Julie Devic, Société ADN Eco, pour booster l'impact des acteurs en transition écologique. Vous parliez du réemploi, mais en précisant plastique. Je voulais savoir où vous en étiez sur le réemploi des bouteilles en verre, la consigne. Je crois qu'il est tard pour aborder le sujet de la consigne qui est très compliqué, mais si vous pouvez faire une réponse. J'ai parlé des bouteilles en plastique parce qu'on m'a demandé de parler de plastique, hein, c'était le sujet de l'intervention. Zéro plastique en 2040, où en sommes-nous? Mais c'est vrai que remplacer le plastique par du verre, c'est une option en général très satisfaisante et très tentante. Et oui, l'ADEME est en train de travailler sur un comparatif des analyses de cycle de vie sur le réemploi des bouteilles en verre par rapport aux bouteilles en plastique. Et je ne sais pas quand ces travaux vont sortir, mais ils se poursuivent, ils sont en cours. C'est un teasing. L'ADEME poursuit régulièrement, publie régulièrement des études sur ces sujets. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais je le redis. On va lancer un appel à projet sur les produits de réemploi innovants en plastique. Je l'ai déjà dit, mais maintenant je suis sûre de pouvoir le confirmer à mes collègues que j'en ai fait l'annonce aujourd'hui. Nous sommes témoins. Bon, je crois que le micro ne circule plus. Je ne vois plus. Bon, je crois que c'est malheureusement. Ah oui, un monsieur, oui, je sais bien. Non, finalement, le micro ne circule plus. Merci, monsieur. Nous vous confirmons que le micro ne circule plus. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. C'est ce que je disais, c'est un peu tard pour aborder le sujet. Quelle est la position du gouvernement? Quelle est la question? Oui, c'est un sujet qui a été débattu, vous le savez. En gros, comment améliorer le taux de collecte des bouteilles en plastique? La consigne est une des options. L'ADEME a publié des travaux sur ce sujet qui sont disponibles sur Internet. Et les décisions maintenant appartiennent au gouvernement, au Parlement sur ce sujet. Merci de votre attention. Oh, bravo pour la langue de bois. Merci beaucoup.